Mon mot de minuit est nos futurs. En avant. Alors mon mot de minuit, c'est oser, osons. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu. Me mordre les lèvres pour matérialiser la douleur comme jamais. Mais qu'est-ce qu'on fout là? Tant de dessins d'enfants qu'on n'en voit plus les échafaudages. Une cathédrale de dessins d'enfants. Les gens non, ne pas trop les regarder ou pas longtemps. Plutôt les plafonds, les vitraux, Dieu. Le curé parle, sa belle voix, son bel accent. Tout ce qu'il fallait pour que ce moment ne ressemble à aucun autre. Ma petite puce Laurette, comme elle fait mal à voir, à 9 ans, aux obsèques de sa grande sœur. Toute petite, fragile, sérieuse et recueillie, sage comme une image, écrabouillée par toute cette douleur d'adulte tellement illisible pour elle. La chose la plus triste que j'ai jamais vue, plus triste encore que le corps mort et violenté de sa sœur. Elle ne parvient pas à allumer le cierge tant elle tremble. Liliane l'aide, chaque gosse allume un cierge. Il n'y a pas de justice car personne ne l'a fait. Si, il y a bien un Dieu, mais il ne fait pas la justice. Les choses arrivent simplement et leur ordre et leur nature sont toujours justes, puisqu'elles naissent des chaînes de cause à effet. Plaisante l'idée de l'ami spirituel. Mais trop dur d'y adhérer pour Laurette. Pour elle, c'est injuste. Quand tu cries à l'injustice, tu te positionnes en enfant. Pas plus coupable qu'un autre de la mort d'amis, ni d'une mauvaise paternité, mais coupable d'avoir impliqué Laurette dans tout cela. Oh oui, quelle idée d'offrir un cadeau si dangereux, comme ça va être long pour toi, long, toutes ces années avec la blessure de ta grande sœur absente, qui a vécu à côté de toi, partagé la banquette arrière, tous ces kilomètres échangés, baigne et chatouille, avec qui tu restais des heures sur notre lit le dimanche matin, toutes ces photos où vous vous embrassez. Viens Laurette, viens près de nous. Le prêtre parle, on prie, on lit Mère Teresa, l'abbé Pierre, et la mort n'est rien, je suis simplement passé dans la pièce à côté. Beaucoup trop de visages connus pour mettre un nom sur chacun, ou même un souvenir, une prière pour que Chérine s'en sorte. Conseil de lecture et extrait d'un livre de Thierry Vimal, 19 tonnes, publié au Cherche Midi. Thierry Vimal est un père, et ce père, sur 1000 pages et 6 mois, raconte comment il a vécu l'après 14 juillet 2016, quand un camion de 19 tonnes a foncé sur cette promenade à Nice, et où des dizaines de personnes, 86, sont mortes, écrasées par la fureur islamiste. 19 tonnes, Thierry Vimal, c'est au Cherche Midi. Vous êtes sur Des mots de minuit, vous êtes chez vous, en voici le sommaire. Autrefois punk, Brel en icône, aujourd'hui véritiste, chercheur de vérité. C'est ainsi que son fils s'appelle David Dufresne. Presque un journaliste défroqué, tant la profession, submergée par trop d'infos et trop d'intox, est à réinventer. Bien sûr, il fut d'Actuel et de Libération, avant un exil créatif de quelques années et un attrait pour le jeu documentaire sur les prisons américaines ou dans les sables bitumeux de l'Alberta canadien. Son back home le laisse groggy. Au phénomène gilet jaune répond un maintien de l'ordre qui éborgne, troue les joues, fracasse les mains. Dufresne devient comptable, au jour le jour, sur Mediapart, de la démesure policière. Il complète aujourd'hui sa vérité dans un roman bien informé, Dernière sommation. Grand écartiste, Mouran Merzouki est créateur de Grands Écarts. Prenez Folia, sa dernière proposition spectaculaire, qui fédère le hip-hop et la danse classique, il savait déjà faire, l'électro et la musique baroque, c'est plus audacieux, inventif et onirique, étonnant et toujours pluriel. Chez ce chorégraphe, passé par le cirque et les arts martiaux, directeur du Centre national de la danse de Créteil et du Val-de-Marne, inventeur des festivals Caravelle et Calypso, depuis 1996, une volonté de sortir de toutes les assignations. Cafig Cage est d'ailleurs le nom de la compagnie créée à Saint-Priest, en banlieue lyonnaise, où il vit toujours, histoire, même mondialement itinérant, de ne pas rompre avec l'origine. J'ai besoin de ce repère-là, pour sûr. Musique également dans cette émission avec le chanteur, joueur de kora et rappeur Numukunda. C'est Des mots de minuit, entrez, vous êtes chez vous.
Mourad Merzouki, David Dufresne, on va parler des Gilets jaunes et de ce que ça signifie sociétalement, politiquement et dans la rue aussi. Mais à l'un et à l'autre, le hip-hop est originaire de la rue, même si aujourd'hui le hip-hop, via la danse classique, chez vous, revient dans le baroquisme, ce qui est quand même tout à fait étonnant. Mais la question de l'origine populaire des choses. Vous avez vécu à Saint-Ouen. David, vous êtes toujours vivant à Saint-Priest, alors que vous avez parcouru le monde entier, vous avez signé des dizaines de spectacles, etc. Qu'est-ce que vous gardez de ces origines ou de ces lieux qu'ont été, que vous avez connus, Saint-Ouen pour vous, David, et Saint-Priest pour vous, Mourad? David. Alors moi, c'était la frontière Saint-Ouen-Saint-Denis, et le souvenir que j'en garde, c'est le mur du périphérique. Cette espèce d'empêchement pour les Parisiens, et grosso modo dans un pays aussi centralisé que la France, pour la France, de comprendre la banlieue, de l'aimer, de la regarder. Je travaillais dans Paris, et tous les matins, tous les soirs, je franchissais ce périphérique, et c'était une frontière. Mes copains à Paris, Paris Intramuros, ne comprenaient pas ce qui se passait de l'autre côté. Et le plus fort, ça a été évidemment en 2005, au moment des émeutes, de la révolte sociale, du soulèvement populaire des quartiers, comme l'ont dit les renseignements généraux, qui étaient plus renseignés que mes petits camarades journalistes qui étaient de l'autre côté du périphérique. Pour moi, c'est ce satané périphérique, c'est ce rempart médiéval, finalement, médiéval, qui empêche la discussion. Mourad, est-ce qu'il y a un périphérique entre Lyon et Saint-Priest? Alors, moi, je ne dirais pas les choses comme ça, même si je te rejoins. Effectivement, c'était pas par un boulevard périphérique, mais effectivement, il y avait une frontière entre le centre-ville et le quartier, de toute évidence. Effectivement, le dialogue n'existait pas. D'ailleurs, mon premier spectacle, Kéfi, que j'ai appelé Cage. il veut dire la cage, résume bien le sentiment que l'on avait, ce sentiment d'enfermement, ce sentiment d'être coupé du reste du monde. Et ça, c'est une réalité, malheureusement, encore aujourd'hui dans les quartiers, où on sent qu'il y a encore beaucoup à faire pour que le dialogue s'impose entre un quartier et puis le centre. Kefig, la cage, c'était en 1996. Aujourd'hui, c'est Folia. On est en 2019. Entre les deux, vous avez exploré toutes les transversalités possibles et imaginables. Ça fait partie de votre stratégie éditoriale, hein. On va y revenir dans une seconde. Vous habitez toujours aujourd'hui à Saint-Priest. Le contact avec cette population coupée du centre-ville est toujours aussi facile? Alors, les choses évoluent heureusement, même si il y a encore beaucoup à faire, c'est sûr. Mais j'avais finalement deux options, celle de rester coupé avec le reste du monde, ou celle d'essayer d'inventer le dialogue avec l'autre, celle d'inventer une relation avec l'autre. Et c'est ce que j'ai fait depuis 30 ans par mes spectacles. C'est effectivement d'essayer de partager des émotions, des idées, du vécu, des histoires, pour effectivement essayer de rendre le plus poreux possible cette frontière entre le quartier et le centre-ville. Et je me rends compte qu'en 30 ans, les choses évoluent malgré tout. Mais c'est sûr qu'on aimerait que ça évolue beaucoup plus vite. David Dufresne, dernière sommation chez Grasset, on va y venir dans une seconde. Mais avant, je voudrais qu'on vous situe, David Dufresne, au travers de deux termes. Le premier, c'est punk, oui. Avec accessoirement un premier contact avec la police quand vous étiez aussi rock'n'roll. Et puis aujourd'hui, c'est ce que vous dit votre fils, et il le dit, me semble-t-il, dans ce livre qui est largement autobiographique. Il dit que vous êtes véritiste, donc celui qui cherche à toute fin la vérité. Entre les deux, il y a des repères, donc ça s'appelle Libération, ça s'appelle Actuel, ça s'appelle Mediapart, qui vous a permis de dénoncer la violence policière à l'occasion de ces manifestations toujours existantes de Gilets jaunes. Qui êtes-vous aujourd'hui? Vous êtes né en 68?
Absolument. Qui êtes-vous? Vous êtes punk, vous êtes journaliste, vous êtes véritiste, et pourquoi ne seriez-vous plus journaliste? Ah, ouais, j'ai beaucoup de mal avec l'idée d'être journaliste, je dois le dire. D'une part parce que je ne me reconnais pas du tout dans les pratiques habituelles. Donc, Sauf ici. non, mais sauf ici, mais on voit bien qu'on est, on est dans un endroit très particulier. Ouais. Non, non. Oui, j'y crois plus. Voilà, je ne crois plus du tout en la fabrication de l'information pour l'avoir justement travaillée, pétrie dans tous les sens, etc. Je ne dis pas que, que le travail de journaliste n'est pas utile, évidemment qu'il l'est, heureusement qu'il y a encore des gens qui cherchent, etc. Mais disons que l'idée punk du journalisme, que moi j'en avais, qui était celle du contre-pouvoir, c'est complètement évanoui. Enfin, je veux dire qu'il y a des citadelles, type Mediapart, le Canard enchaîné, mais ce sont des exceptions, là où avant, c'était tout le monde. Enfin, je veux dire, c'était ça. Soit des journaux d'opinion, soit des journaux de contre-pouvoir, etc. Et au fond, narrateur. J'aime bien ce terme-là. Donc un coup c'est dans le journalisme, un coup c'est dans le roman, un coup c'est dans le documentaire, un coup c'est dans le jeu documentaire, etc. Voilà, c'est ça. Alors, vous avez notamment travaillé sur, vous avez écrit sur Tarnac Magasin Général, Oui. donc l'affaire du Tarnac, ce montage complet Ben, alors ça c'est un bon exemple, parce que l'affaire de Tarnac, qui va durer 10 ans, ces gens qui sont accusés à tort, Madame Alliot-Marie, puisqu'ils sont innocentés in fine, pendant 10 ans voient leur vie pourrie, notamment médiatiquement quand même. Ils sont accusés d'avoir déposé des fers à béton sur les caténaires pour ralentir les TGV, afin de ralentir un convoi de déchets de nucléaire. Et que se passe-t-il au bout de 10 ans, dans sa grande sagesse? Que dit le tribunal? Le tribunal nous dit, le groupe dit de Tarnac est une fiction. Et moi, j'ai passé 4 ans de ma vie à essayer de comprendre la vérité humaine, le véritiste dont vous parliez, pour finalement apprendre que tout ça, c'était de la fiction. Donc, si vous voulez, ça met en perspective quand même beaucoup de choses. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que le journalisme, l'information, et etc. ça fait qu'on n'y croit plus. Ouais. Ou on y croit moins. Ou il faut y croire autrement. Bon. Il faut y croire autrement. Je voulais vous montrer quelque chose, puisque vous avez parlé des jeux et du web documentaire, et vous avez été un des premiers, que ce soit sur la prison ou que ce soit sur l'exploitation du sous-sol au Canada, dans la province d'Alberta, vous avez été un des premiers à aller à fond dans le web documentaire, y compris à le rendre ludique. Oui. Alors je vous propose de regarder Fort McMurray. Alors qu'il s'agit d'une ville dans l'Alberta qui s'appelle Fort McMurray. Et là, vous avez inventé un web documentaire et un jeu. Et je voudrais qu'on regarde de quoi il s'agit avec cet extrait. Alors, on verra après qui a mécéné l'affaire, mais on regarde d'abord. Vous avez juste un employeur. Que vous l'appelez Total, Suncor, Syncrude, Exxon, c'est un employeur, c'est oil. Fort McMurray is supposed to be the #1 place to make money in North America. There's no big wealth here, except maybe in the pockets of the oil barons and their lackeys. It's capitalism, right? Isn't it? Allez voir, c'est formidable. Alors j'ai pris 2-3 notes. Donc, dans l'explication de cette chose, qui est alors, pour le coup, ça a été documentarisé par Arte. Oui. Hein, j'ai noté 60 jours de tournage, 20 lieux de tournage, 55 interviews, 3 collaborateurs qui sont des créateurs de jeux vidéo. Donc, en un mot, très rapidement, parce que ce n'est pas forcément le gros sujet du jour, mais comment est-ce qu'on peut jouer avec ce qui est d'abord du documentaire, donc tous les points de vue
de l'exploitation éhontée et de la prédation du sous-sol sont exposés. Il y a des Verts, mais il y a aussi les représentants de Total, par exemple, donc des exploitants ou des exploiteurs. Enfin bon, ça c'est... on peut choisir. Mais quel est le but du jeu? Qui gagne? Alors, le jeu documentaire, en fait, c'est une sorte de SimCity pour de vrai. C'est-à-dire qu'en fait, plus vous explorez la ville réelle, plus vous avez des points qui vous permettent de modifier sa sœur jumelle, qui est une sorte de SimCity. C'est-à-dire que c'est... Mais pour de vrai, voilà. Alors évidemment, on ne la change pas pour de vrai, mais tout est vrai. Et c'est donc un jeu sur cette idée. En fait, pourquoi? Parce que on est en 2013 et quand je propose aux producteurs qu'on s'intéresse à ça, ils m'expliquent, alors les choses ont aujourd'hui changé, qu'il y a un mal qui frappe l'Amérique du Nord, c'est la fatigue verte. La fatigue verte, ça consiste, et c'est quand même encore vrai, tout ce qui est environnementaliste, écologique ne marche pas. Donc je dis, ben justement, on va faire un jeu. Et les gens vont venir pour le jeu et ils vont rester pour le fond. Ils vont venir pour la forme et ils vont rester pour le fond. Et ça, si vous voulez, tous mes projets sont comme ça. C'est-à-dire vraiment réfléchir à la forme. Il y a d'abord le fond, l'idée, le sujet, mais il faut tout de suite, tant qu'il n'y a pas la forme innovante ou inédite ou nouvelle ou légèrement un pas de côté, je pars pas. Et dès que j'ai les deux, c'est parti. Alors la forme, elle est dans ce livre. Alors, question poncif, pourquoi un roman? Mais vous avez déjà répondu, c'est une autre manière de faire du journalisme et de dire, d'être plus véritiste que journaliste. Enfin bon, voilà, vous l'avez... Et puis, dans la forme aussi, ici, il y a allo@place Beauvau, c'est pour un signalement 182. Hein. Oui. Donc là, il y a une forme et il y a un militantisme qui fait que vous devenez un lanceur d'alerte, c'est-à-dire que vous appelez, vous prévenez Castaner à chaque fois que vous pouvez documenter une bavure policière ou en tout cas une violence policière avec des tirs de grenades, avec des tirs de LBD, même si vous concédez une ou deux fois vous êtes fait tromper. Hein, bien sûr. Bon, voilà. Pourquoi est-ce que vous avez eu ce besoin, mais encore une fois c'est cohérent avec ce que vous venez de dire, ce besoin d'être lanceur d'alerte? Au départ, en décembre 2018, quand je démarre le 3 décembre mon premier signalement, alors pour le coup, qui n'est pas du tout un roman à ce moment-là, hein, Et ce travail, vous le faites via Mediapart? Je le fais voilà, très rapidement, d'abord mon fil Twitter et ensuite Mediapart, etc. Parce qu'il me faut un abri. Je ne peux pas être tout seul à porter tout ça, c'est trop compliqué, trop de pression, trop lourd, etc. Et au départ, c'est parce que... dans ma période Saint-Denis, dont on parlait tout à l'heure, moi j'ai écrit et réalisé des films sur le maintien de l'ordre. Et je vois très bien, en décembre 2018, que le maintien de l'ordre dit à la française, qui est en fait une fumisterie, mais qui tenait, ne tient plus du tout. S'écroule devant nous, ça s'écroule devant nous. Et donc, je fais un premier signalement, un deuxième, etc. Non pas en pensant que je vais passer 8 mois de ma vie, 15 heures par jour pour les 2-3 premiers mois, dans une indifférence totale pendant un mois. Enfin, le premier mois est très difficile. Mais parce que je pensais naïvement que les journalistes allaient faire leur travail, que la police dite républicaine allait être républicaine, que les partis d'opposition, voire de la majorité, allaient dire qu'est-ce qui se passe. Et en fait, il n'y a pas ça. Donc, je deviens un monsieur Jourdain du lanceur d'alerte. C'est-à-dire que moi, je fais pas ça en me disant je vais lancer des alertes, ça va durer des mois et des mois. Et à un moment donné, en février, je me mets à écrire le roman et en mars, je me dis il faut vraiment aller au bout parce qu'il y a cette phrase de Macron, d'Emmanuel Macron, le 7 mars 2019, vous l'avez là. Ne parlez pas de répression ou de violence policière, ces mots sont inacceptables dans un état de droit. Cette phrase, il la prononce lors d'un grand débat face à une militante de la Confédération paysanne. Outre que le fait que la phrase soit bancale, grammaticalement elle est bancale, mais ça pourrait me plaire à la limite, elle est terrible. Parce que Emmanuel Macron, c'est celui qui choisit les armes, puisque le maintien de l'ordre, c'est éminemment politique. Il n'y a pas plus politique que ça. On apprenait dernièrement que le préfet de police de Paris avait un téléphone direct avec l'Élysée. Donc on voit bien, vous voyez, il passe par-dessus la police nationale. Et dire qu'il a été a priori initialement mandaté pour démanteler la préfecture qui est un État dans l'État. Voilà.
Mais cette phrase d'Emmanuel Macron, elle est extrêmement intéressante parce que non seulement donc, il choisit les armes, mais il nous dit « je vais choisir les mots ». Vous n'allez pas pouvoir parler de répression, vous n'allez pas pouvoir parler de violence policière. Et là, l'écrivain se dit « oh là, là, tu viens sur mon terrain, là, tu viens sur mon terrain ». On va parler de deux choses, mais on Oui. va se les remettre en mémoire. On Oui. a déjà vu là quelques images des manifestations Oui. alors que vous parliez des Gilets jaunes. Je voudrais vous faire écouter le témoignage recueilli en décembre 2018 sur l'atmosphère à ce moment-là. Je ne suis pas spécialement dans la difficulté de finir mes fins de mois, mais avec mon épouse, on travaille dans la fonction publique. Moi, je suis pompier professionnel, mon épouse est médecin urgentiste, et on voit tous les jours les gens qui galèrent vraiment. Hein, des fois, on fait des gens qui se disent il y a le vin, on arrive chez eux, ils ont fait un petit malaise, on dit mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez mangé hier? Non. Avant-hier non plus, avant-hier non plus. Et les gens, ça fait 4-5 jours qu'ils n'ont pas mangé, ils sont retraités, ils ont travaillé toute leur vie. Certains même ont connu la guerre et aujourd'hui, ils n'ont même pas les moyens de se payer à bouffer. Il y a aussi des gens qui galèrent vraiment. Les familles qui vont dire à leurs enfants « Désolé, cette année, je ne vais pas t'envoyer en classe de neige parce que je n'ai pas les moyens de donner 200 € pour que tu puisses aller faire une semaine au ski. Quelque chose que moi, je ne pourrais jamais te payer. J'ai même pas ces 200 € pour t'envoyer avec ta classe de neige. » Alors quand je vois ces choses-là, je suis révolté. C'est l'incompréhension. On a parqué les gens, on les a laissés rentrer. Vous voyez à quel point c'est vicieux. On a laissé rentrer les gens dans un sens au niveau de l'Arc de Triomphe et on les a gazés comme des renards. Voilà. Et maintenant on les laisse à l'intérieur. Mais dedans, il faut se dire c'est qu'il y a des jeunes, il y a des retraités, il y a certainement des personnes handicapées qui n'arrivent pas non plus à boucler leur fin de mois qui sont dedans. Et on les gaze, on les gaze, on les gaze. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est comme quand on met un rat dans une cage. Le rat, il devient fou. Et là, du coup, ce qui s'est passé, c'est que ça a lancé du pavé, ça a agressé du SRS parce que les gens, ils gazaient, ils ne savaient plus quoi faire. Alors là, c'est le témoignage d'un pompier. Cet homme est pompier. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il documente largement ce mécontentement populaire, ce mécontentement social. Alors il se trouve que nous enregistrons cette émission le 4 décembre, Oui. le 3 décembre, donc c'est la veille de ce grand jour de manifestation contre les retraites, mais il y a en France un climat social qui est illustré notamment par l'affaire des Gilets jaunes. Qu'est-ce qu'ils vous disent à vous qui devenez leur interlocuteur privilégié, notamment parce que vous dénoncez la violence qui leur est faite? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Pourquoi est-ce que parfois vous en arrivez à pleurer de ce qu'ils vous disent Alors, et de ce qu'ils vous montrent? D'abord, je trouve votre témoignage... On voit, comme on dit à Libé, on n'est pas chez les cons ici. Merci. Non, parce que ce témoignage, il est magnifique parce que d'une part, il raconte magnifiquement la colère sociale, ce qui est quand même l'origine de tout. Et il y a un décryptage sur le fait, sur le vif, du maintien de l'ordre, de comment ça fonctionne le maintien de l'ordre. Donc je trouve que c'est un très très bon résumé de la situation. Alors pourquoi je pleure? Je pleure parce que là, quand je vois Lilian, 15 ans, à Strasbourg, qui prend début janvier 2019 une balle de LBD dans la joue droite, on sait aujourd'hui qu'il y a eu un classement sans suite. Des mois plus tard, il y a quelques jours, on a appris qu'il y a eu un classement sans suite, faute d'avoir identifié le tireur. Cet enfant de 15 ans a été déscolarisé, a été nourri à la paille pendant 2 mois. Il a dû quitter sa ville de Strasbourg tellement il est désemparé. Là, vous pleurez. Je veux dire qu'il y a un moment, vous pleurez. Vous vous dites pourquoi ce gamin, ce Lilian, il n'était même pas manifestant. Il faisait les soldes à Strasbourg. Il sort d'un magasin de sport, il prend une balle de LBD. Vous pleurez parce que vous recevez des centaines d'emails de gens qui sont blessés, de proches, de victimes. Vous recevez des avocats qui ne savent plus quoi faire, qui ne savent plus quoi répondre. Vous recevez un désarroi. Et j'étais pas prêt. Je veux dire que rien ne m'avait disposé à ça, etc. Donc je me retrouve réceptacle. Donc moi, avec les Gilets jaunes, j'ai jamais cherché à être ni porte-parole ni quoi que ce soit. Donc mes discussions avec eux n'ont porté quasiment que sur la question policière, si vous voulez. La question policière et la question de l'ordre dans une démocratie. Dans une démocratie et du politique par rapport à ça, bien évidemment. Chaque acte charriait son lot de blessés, chaque samedi, ses pleurs, ses cris, son sang, ses coups et ses mutilés qui finissaient sur le fil Twitter de Dardel.
Dardel, qui pourrait s'appeler Dufresne. Hein. Fin décembre 2018, acte 7, il en était à plus de 150 et tout le monde s'en moquait ou presque. Le fossé entre le discours officiel et la réalité des terrains s'évertuait à ne jamais se combler. Les dominants dominés, table ouverte partout, quand les dominés tombaient sous les balles des LBD. Et effectivement, vous notez dans ce qui est d'abord un roman, donc qui est un travail littéraire, qualité d'écriture, bonheur d'expression, le récit remarquablement articulé. Vous êtes, comment dirais-je, à la source d'une prise de conscience. C'est-à-dire que, avant de lire votre livre, j'avais vu les images, j'avais vu aussi notamment que, on reparlait du journalisme tout à l'heure, le journalisme est plutôt du côté du pouvoir, souvent. Oui. Hein, Oui, c'est oui. ce que... Oui, en tout cas, c'est ce qu'il est devenu pour plein de raisons, principalement sociologiques. Les journalistes sont à peu près issus du même monde que le personnel politique, ils font à Sciences Po, tout ça parce qu'il y a eu un formatage par les écoles de journalisme, alors qu'il y a encore 30 ans, on devenait beaucoup plus journaliste sur le tas que par les écoles. Les écoles ont formaté, et grosso modo, voilà, c'est un monde qui se connaît, qui se côtoie, qui est le monde du pouvoir. En plus, vous rajoutez une précarité économique assez folle des journaux, des masses médias. Et évidemment, il faut beaucoup de courage ou de folie pour aller à l'encontre de tout ça. Voilà. Donc, effectivement, il y a... Si vous voulez, je n'ai pas cherché à le faire, mais c'est vrai que mon travail avec d'autres, parce qu'en réalité, d'autres travaillaient aussi à répertorier ces violences policières, ça a comblé, pour rester poli, un manque. Il était devenu violent, le pays, parce que les colères sociales ne trouvaient plus d'écho ni de relais. On avait fracassé les corps intermédiaires, écrabouillé les syndicats, criminalisé les militants. Sans soupape, la cocotte explosait désormais et le couvercle qu'on lui imposait prenait les atours du bouclier CRS. Le pays était devenu violent parce que 30 ans de débat sécuritaire l'avaient jeté dans les bras de la réaction en marche, jusqu'à gauche, jusque chez ses amis, où Dardel pouvait désormais entendre tout naturellement des expressions nées à l'extrême droite, droit de l'homiste en faisait partie, étalon de la dérive d'une nation en perdition, où les batailles identitaires avaient écrasé les guerres sociales. D'une certaine manière, les Gilets jaunes remettaient de l'ordre dans l'ordre des priorités. Vous êtes bien de gauche, punk de gauche. Hein. Donc, oui, il n'y a pas de doute. C'est votre arme. Et vaut mieux celle-là que ce que nous allons voir maintenant. Attention, ces images sont difficiles. Et elles posent la question de la violence et des dérives de la violence. Regardez ces images. Attention, elles sont je me dois de vous le dire, elles sont difficiles. Il faut venir sur une place qui est en chantier avec les outils de chantier, quoi. Ah oui, ah mais... entièrement raison. Je suis pas exprès. Ne me dis pas que la ville de Paris savait pas... Ça va ? Derrière celui-là, c'est bon, j'ai. Vas-y, assieds-toi là. Voilà, donc au mois de novembre dernier, le 16, ce gilet jaune qui est dans la rue se prend une grenade lacrymogène en pleine tête. Il perd son œil. C'est le 25e éborgné. Il faut quand même rappeler les chiffres. Hein. 25 éborgnés, 5 mains arrachées, un homme qui a perdu un testicule et 2 morts. Zineb Redouane à Marseille, début décembre 2018, puisqu'elle reçoit une grenade lacrymogène dans le visage, un peu comme ce monsieur, sauf que elle va à l'hôpital et qu'elle meurt du choc opératoire. Mais je veux dire qu'il n'y aurait pas eu de choc opératoire et pas eu d'hôpital si elle n'avait pas reçu cette grenade lacrymogène alors qu'elle fermait ses volets à l'étage. Et le deuxième, c'est Steve, la fête de la musique à Nantes, dont on peut raisonnablement dire qu'il a subi une charge policière du même ordre que toutes ces charges policières qu'on a vues à l'œuvre depuis, en réalité depuis des années, mais vraiment de manière massive depuis 1 an, avec ces policiers dont certains sont ni formés, ni entraînés, ni équipés, en roue libre. On a au moins 2 morts. En l'espace d'1 an. 25 éborgnés, 5 plus mains les arrachées. accidents qui sont arrivés au début, des accidents de la route, enfin de la route en tout cas. Là, je parlais je parlais des morts suite à des opérations de police. Qu'est-ce que ça dit, enfin toutes ces images que nous avons vues, l'Arc de Triomphe, qu'est-ce que ça dit des dérives possibles d'une démocratie? Mais si vous voulez,
la phrase qui est répétée par tout le monde, c'est la fameuse phrase de Max Weber. 1919, elle a un siècle. L'État revendique pour son propre compte le monopole de la violence physique légitime. Vous sortez le bouquin puisque effectivement Dardel parle de ça. Oui. Et en fait, tout ce à quoi on assiste pose la question de qu'est-ce que l'État? Qu'est-ce que le monopole? Qu'est-ce que la violence légitime? Ce à quoi on assiste, c'est quand même un durcissement de part et d'autre, mais je trouve surtout de la part du pouvoir. C'est-à-dire qu'on a quand même une théâtralisation, une dramatisation, un recours inédit depuis au moins 50 ans à la police pour régler des choses qui ne sont pas toujours du ressort de la police. Donc quand les policiers se voient comme dernier rempart d'un point de vue républicain, je trouve que c'est très 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 embêtant, parce qu'ils n'ont pas toujours tort. Je veux dire que parfois ils sont non pas le dernier mais le seul rempart de la République. Dans les quartiers, c'est parfois le dernier service public, entre guillemets, force publique, article 12 de la Déclaration des droits de l'homme, qui soit encore là. Le reste, on a fermé les hôpitaux, on a fermé les maternités, on a fermé la poste, on a tout fermé. Voir Les Misérables, le film. Bah oui. Par exemple. On y est. Je vous lis. Il y a 3 sortes de violences. La première, mère de toutes les autres, est la violence institutionnelle. Celle qui légalise et perpétue les dominations, les oppressions et les exploitations. Celle qui écrase et lamine des millions d'hommes dans ses rouages silencieux et bien huilés. La seconde est la violence révolutionnaire, qui naît de la volonté d'abolir la première. La troisième est la violence répressive, qui a pour objet d'étouffer la seconde en se faisant l'auxiliaire et la complice de la première violence, celle qui engendre toutes les autres. Dardel acquiesça, c'était la citation, c'est Vicky, une femme qui a eu la main arrachée, qui lui parle. Dardel acquiesça, c'était la citation d'Helder Pessoa Camara, le curé brésilien. Il lui manquait la conclusion que Dardel pouvait réciter par cœur. Il n'y a pas de pire hypocrisie de n'appeler violence que la seconde, en feignant d'oublier la première qui l'a fait naître et la troisième qui l'a tue. Voilà. Donc je trouve qu'au-delà du travail de lanceur d'alerte que vous avez fait, au-delà de la manière dont vous avez documenté tous les cas en étant obsessionnel, vous dites ici ou là que vous êtes un peu maniaque et obsessionnel, donc on peut vous faire confiance pour être le plus véritiste possible. Au-delà de ça, il y a un roman et une question légitime sur l'évolution de notre démocratie. Et je voudrais vous faire réagir tous les deux à 2 photos. Alors la première photo, elle date du 13 novembre 2019. On est devant la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale et le général Jean-Louis Gergolin, qui a été nommé par Emmanuel Macron comme représentant spécial en charge de veiller aux travaux de reconstruction de Notre-Dame. Il s'est adressé à Charles Villeneuve, l'architecte en chef des monuments historiques qui souhaite reconstruire la flèche de Notre-Dame à l'identique, alors que d'autres solutions sont possibles, et surtout que l'objectif de 5 ans a été fait. Et sur cette photo qu'on a vue, donc, il dit il n'a qu'à fermer sa gueule. Donc qu'un général, dans une commission des affaires culturelles à l'Assemblée nationale, dise d'un représentant de l'institution qui est Monument de France, dit il n'y a qu'à fermer sa gueule, je trouve que c'est intéressant. Et puis le 17 novembre, on est au lendemain des affrontements qui ont eu lieu place d'Italie à l'occasion d'un nouvel acte gilet jaune. Et à ce moment-là, il y a une femme qui a un gilet jaune et qui s'approche du préfet Lallemand, qui vient observer les dégâts qui ont été faits sur un monument historique. Et elle lui parle de violence en disant « moi j'ai été non violente depuis le début, etc. » Et à ce moment-là, le préfet, le représentant de l'État, lui répond « nous ne sommes pas dans le même camp. » Madame. Madame, exact. Qu'est-ce que vous pensez tous les deux de ces 2 institutions qui à un moment se lâchent? Ça fait peur. Là, on traverse une période qui est extrêmement préoccupante. Le dialogue se rompt de plus en plus pour laisser place à cette violence que l'on voit tous les jours. Donc, à mon endroit,
je suis extrêmement préoccupé de la manière dont les choses évoluent aujourd'hui, parce que effectivement, on sent bien que l'un respecte plus l'autre et vice-versa. Il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une défiance quotidienne. Donc oui, c'est extrêmement préoccupant, extrêmement inquiétant. Et pour vous Pour moi, c'est vraiment l'autoritarisme en marche, mais il n'y a pas de jeu de mots là quand je dis ça. C'est-à-dire que c'est quand même, voilà, il y a une forme de militarisation, un général qui se permet de dire à l'autre de fermer sa gueule, un représentant de l'État ô combien important, le préfet, ça doit être la 5e personne dans le protocole de l'État, qui ose dire qu'il y a des camps. Et ça veut dire qu'il n'est pas dans le même camp que la citoyenne. Donc là, on bascule. Franchement, on bascule. Alors évidemment, ce sont des mots. On est on the edge, hein, comme on dit en anglais. Oui. C'est-à-dire, on est bien à cet endroit où quelque chose est bizarre. Il ne s'agit pas de se payer de mots ou de se faire peur. Il s'agit quand même de ne pas laisser passer. De ne pas laisser passer. Dernier mot à ce stade de la conversation pour vous, David. Exil. Pourquoi est-ce que vous êtes exilé pendant 6 ans au Canada? Et où vous avez eu l'idée de Fort McMurray. Brel disait, faut aller voir. Je suis allé voir. Je voulais montrer à mes enfants, je voulais changer un peu d'air, etc. Et je dois dire qu'en 2007, quand l'idée germe, elle germe aussi lors d'un débat de l'entre-deux tours entre Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy. Ségolène Royal disant « je veux l'ordre juste » et Sarkozy lui répondant « moi je veux juste de l'ordre ». Et là je me dis « il faut partir » parce que c'est pas possible. Bon, et puis ça prendra quelques années, puis je vais partir et puis je vais revenir. Et accessoirement, vous avez comme référence importante Jacques Brel, à qui vous avez consacré un livre. Oui. On ne vit qu'une heure. Hein, on ne vit qu'une heure. Voilà, Brel qui est un de vos modèles. On fait une pause musicale et on continue cette conversation. Je vous propose d'écouter un chanteur-joueur de kora. Il est aussi rappeur. Il s'appelle Numukunda et voici un extrait de son dernier album Numukan Vilila. C'est joyeux, c'est dansant et il est dans une parfaite tradition des griots sénégalais.
baax yaay xam ma baax yaay booy baayoo yaay booy jërëjëf kon ne leen nu mu kaa jagi wuli la faa ne leen nu mu jagi nu mu ñëw tina yaay Numukunda que vous retrouvez sur Paroles et Musique, c'est la chronique musicale hebdomadaire de Michel Monponté que vous retrouvez sur le site desmotsdeminuit.fr. Autre proposition des mots de minuit. Mourad Merzouki, Folia, danse hip-hop et musique baroque. Là, vous êtes au bout de votre, ce que j'appelais tout à l'heure, votre transversalité ou de votre transversalisme, hein, cette idée que ça commence dans la rue, que ça passe par la danse contemporaine, et que là, ça va chercher loin, parce que entre le hip-hop et le baroque, on est dans l'ordre du grand écart. J'espère ne pas être au bout du bout. La plage blanche, elle est toujours là quand je commence un nouveau projet, une nouvelle création, de nouvelles collaborations. C'est ce qui est passionnant, excitant, c'est de pouvoir surprendre. Et là, effectivement, avec cette aventure de Folia, l'idée était d'aller chercher le dialogue avec un monde qui, à première vue, peut être extrêmement éloigné de la culture hip-hop, de la rue. Mais finalement, en creusant un petit peu, on se rend compte qu'il y a des points communs. C'est ça qui est incroyable, c'est que musique baroque, musique hip-hop, on peut penser que c'est des histoires qui peuvent s'opposer, mais en fait, finalement, ce sont des musiques populaires, des musiques qui sont pensées pour la danse, des musiques qui sont en boucle avec une certaine mélodie. Et c'est là où ça devient intéressant. Parce qu'il y a un défi, un enjeu à l'endroit de l'artistique, comment faire dialoguer ces deux mondes, mais en même temps, il y a un défi, ou en tout cas, je m'amuse à l'idée que dans la salle, on a aussi un public qui va venir se côtoyer en découvrant cette aventure, un public qui vient pour découvrir les musiques baroques, puis un autre qui vient pour découvrir la danse, le hip-hop, et donc là, on a une confrontation qui m'intéresse, on a un mélange des publics, des générations qui est important aussi dans le travail que je mène. Folia, on regarde un extrait. Concert de l'Hôtel Dieu.
concert de l'Hôtel-Dieu. Tout ceci est en direct, c'est du live sans aucun problème. Hein. Alors c'est du live, effectivement, il joue en direct. Il y a une musique additionnelle, musique électronique, parce que Oui. là aussi j'ai voulu un petit peu bousculer ces musiques avec des musiques plus actuelles. Et puis on a cette cantatrice qui est incroyable, Heather, que j'ai eu beaucoup de bonheur à rencontrer, avec qui j'ai eu du plaisir à travailler, parce qu'elle a totalement joué le jeu. Parce que je l'ai quand même amenée dans des espaces totalement nouveaux. Et là, comme on a pu voir sur ces images, elle n'est pas en fausse, ou elle n'est pas écartée de la chorégraphie. Elle fait partie de la chorégraphie, à la fois dans le corps, à la fois... Donc c'est une prouesse pour elle, une prouesse technique. Et puis, encore une fois, l'idée, c'était de rapprocher ces deux mondes le plus possible, voilà, pour apporter une autre approche de la danse, de ces musiques-là. Et c'est ce qui m'anime à chaque fois. Comment la question de la préparation, Ouais. comment est-ce que vous élaborez ces rencontres sont parfois difficiles. Je me souviens, moi, avoir vu Jean-Michel Jarre en Chine avec la musique traditionnelle chinoise. C'était assez... Bah, faut oser. Faut oser. À un moment, c'est toujours pareil. Comment vous les faites travailler, on est en forme de défiance au départ. On a toujours l'impression qu'on n'a rien à se dire. Bah, comment je les fais travailler? C'est sûr que les premiers jours sont jamais les plus confortables, parce qu'on ne sait pas comment les choses vont se passer. C'est à table, quel état d'esprit. C'est à table, c'est directement sur scène? Alors c'est d'abord à table, mais pas avec les artistes qu'on a au plateau, c'est plutôt avec l'équipe l'équipe artistique. Ça va être le scénographe, ça va être l'éclairagiste, ça va être là en l'occurrence l'orchestre de l'Hôtel-Dieu, pour définir le choix des musiques. Et puis ensuite, moi je travaille sur un storyboard, je découpe tout ça, je fais le choix des musiques, des danseurs, etc. Et puis ensuite on se retrouve en studio, et là je dirige les répétitions en demandant aux uns et aux autres d'intervenir de telle ou telle manière. Mais l'objectif, c'est encore une fois de faire en sorte de faire frotter tous ces mondes, toutes ces énergies, pour en faire qu'un seul, pour qu'au final le spectateur voit un ensemble sans forcément des frontières entre les disciplines. Ça tombe bien, j'avais posé une question Non, je voudrais faire mon profane. Vous avez dit à table? Ouais. C'est ça? Racontez-moi ce que ça veut dire, ça. Je trouve ça très beau. À table, autour d'une table. C'est ça, autour d'une table. Oui, on se met autour d'une table. Autour d'une table pour... Mais on dit à table. Oui. Je trouve ça comme un festin. À la table. À la table. Ok, ouais, absolument. Et moi, je voulais... je trouve ça super. Vous vouliez parler, moi je voulais justement vous poser une question. Oui. Vous avez dirigé, plus jeune me semble-t-il, une revue ou un fanzine qui s'appelait Tant qu'il y aura du rock. Oui. Comment est-ce que vous entendez ce que dit votre voisin du hip-hop, du baroque? Moi, figurez-vous, j'ai franchi le Rubicon en 89. Je suis passé du rock au rap, donc je connais. J'étais dans les débuts des NTM, etc. Donc je vois très très bien. Déjà, faire à l'époque, rencontrer le rock et le rap, c'était très difficile. Alors le baroque et le rap, j'imagine la gageure. Alors j'imagine que sur la table, il faut des ingrédients. Oui, et puis faire preuve d'ouverture, mais c'est ce qui est passionnant. Mais je crois que le drame, ce serait de s'enfermer à une esthétique, de s'enfermer à une gestuelle. Mon rôle aujourd'hui d'artiste, de chorégraphe, c'est de me renouveler, c'est de proposer aux spectateurs de nouvelles émotions, de nouvelles, à chacun de mes spectacles. C'est ce que j'essaye de faire. Et donc, pour me renouveler, j'essaie d'inventer le dialogue avec d'autres formes artistiques. Mourad, on se voit régulièrement, enfin on se voit au moins une fois tous les 10 ans. Donc il y a eu la Biennale de Lyon il y a très très longtemps, quand c'était la première année, je pense, des mots de minuit. Il y a eu, en 2008, on s'est à nouveau croisés. Et je vous repose cette question qui prend des allures de poncif finalement. Mais le hip-hop, c'est de la rue. Aujourd'hui, on voit bien, quand on voit cette chose-là, que vous pourriez vous la donner partout dans le monde.
vous êtes joué partout. Donc la question, elle est classique, elle est poncif, c'est c'est poncif, mais c'est dur à dire, hein, l'institutionnalisation de l'affaire. Vous êtes devenu une référence. Oui, enfin, imaginez si, à l'époque, quand on s'est rencontrés, je serais resté dans la rue, je serais resté avec des chorégraphies pensées sur le bitume, je serais certainement pas là aujourd'hui à répondre à vos questions. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse, encore une fois, c'est d'amener ce vocabulaire incroyable qu'est le hip-hop, qui a su résister, parce qu'à l'époque, on parlait d'un mouvement éphémère, un mouvement de mode. 30 ans, presque 40 ans après, le hip-hop est toujours là. Mais pourquoi? Parce qu'à un moment, il est sorti de la rue. Il est sorti de la rue, mais il ne l'a pas quitté, il fait des allers-retours. C'est ça qui est passionnant. Aujourd'hui, le hip-hop est de partout. On va dans la rue, on continue à voir le hip-hop. On va dans les écoles, on voit le hip-hop. Les clips vidéo partagent le hip-hop. Les plus grands théâtres aujourd'hui accueillent le hip-hop. Mais ils l'accueillent de manière différente. Une création pensée pour le théâtre, c'est une création chorégraphique avec tous les ingrédients d'une création. Puis quand on se tourne dans la rue, on voit le hip-hop spontané, le hip-hop généreux. Et c'est la force aujourd'hui de cette culture, c'est qu'on la retrouve de partout. Alors la question qui va avec, hein, qui est du même ordre, c'est est-ce qu'il y a un risque que le hip-hop soit au bout de son geste? Parce que quand dans les années 90, on découvre le hip-hop, on découvre un corps ou des corps qui ont un geste, qui ont des gestes nouveaux par rapport à la danse, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas cette idée que le corps le geste créatif du hip-hop est usé? J'ai pas l'impression. Aujourd'hui, avec le festival Caravelle que je dirige du côté de Bron et Calypso à Créteil, c'est 80 compagnies que l'on présente sur 3 mois. Pourquoi je dis ça? 80 compagnies. On est en 2019 et toutes ces compagnies sont la plupart des compagnies françaises. Donc, c'est une danse qui se renouvelle, c'est une danse qui prend des risques, c'est une danse qui est à l'endroit de l'ouverture. Et ça, c'est intéressant. Ça veut dire que les acteurs, les chorégraphes qui viennent du hip-hop se remettent en question tous les jours, avec une danse qui évolue. Mais pourquoi elle évolue? Parce que quand on regarde les battles, les compétitions, chaque année, on est un peu comme en sport de haut niveau, en gymnastique, en patinage artistique. C'est une danse qui, à chaque fois, va nous surprendre. Elle va repousser les limites parce qu'on a un jury, on est à l'endroit de la compétition, avec toujours cette volonté de faire plus. Donc la gestuelle, elle est renouvelée à l'endroit des battles. Et sur les plateaux, sur la création, les chorégraphes aujourd'hui s'ouvrent de plus en plus. Les chorégraphes s'ouvrent au cirque, s'ouvrent à la danse contemporaine, s'ouvrent au baroque. Et donc, tout cet état d'esprit d'ouverture va nous remettre en question dans notre écriture, dans nos spectacles. Et donc, d'une année à l'autre, on va proposer des spectacles finalement qui sont à chaque fois pleins de surprises et va tirer vers le haut ce vocabulaire. Donc, c'est plutôt bon signe d'une certaine manière et encore une fois, on parle là de 40 ans plus tard. Et à l'époque, personne ne pariait pour que le hip-hop ça me permet de redire au passage un an, 2 ans. Quand vous étiez petit, vous étiez plutôt cirque, arts martiaux, etc. Je voudrais qu'on regarde votre travail. Alors on a choisi trois spectacles. Agua. C'est le spectacle pour lequel on vous recevait en 2008. Box Création, ça c'est 2010. Et Pixel, ça c'est 2014. Extrait.
Mourad, comment vous voyez dans ces ces trois petits images, extraits? juste avant, regarder l'état de notre monde, l'état de notre société. Et quand je vois ces mouvements de danse, c'est un peu de poésie dans ce monde de brut. Voilà, c'est peut-être ma manière à moi De d'apporter retrouver une approche autre. C'est vrai qu'on est dans une société à 100 000 à l'heure, une société qui peut faire peur, une société de doute, une société de crainte, de défiance. Et à mon endroit, avec mes spectacles, en tout cas, j'espère apporter, partager cette poésie dont on a tous besoin. Et quand je revois ces trois extraits, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, des défis artistiques, des défis aussi de rapprocher les uns et les autres pour un geste commun. Votre curiosité aujourd'hui, après le baroque, le prochain terrain d'exploration, ça peut être quoi? Parce que vous êtes déjà en train d'y réfléchir, forcément. Oui, j'ai réfléchi. Alors, c'est les rencontres que je fais au quotidien. Donc là, je réfléchis. Je réfléchis. Il a déjà eu l'idée, mais il veut la garder. C'est trop tôt. David, la question de la poésie. On a parlé de la question de politique. Et comme journaliste, on est plus au contact que le chorégraphe, que le directeur artistique que vous êtes, que ce soit à Créteil ou à Bron. Mais vous habitez à Saint-Priest, on l'a dit aussi. Donc il y a bien sûr toutes les ambivalences nécessaires et la complexité nécessaire. Mais on a parlé de politique. Votre poésie à vous, où est-ce que vous la trouvez? Autrement dit, la beauté du geste, je ne sais pas, un jaune d'automne finissant qui réconcilie pour un petit moment à la nature, etc. Où est-ce que vous la trouvez, votre poésie, quand Moi, c'est dans le rythme. Donc c'est dans le rythme, c'est-à-dire vous... C'est le rythme. C'est le là. rythme. C'est là où il y a de la poésie pour moi. C'est là où j'en trouvais... c'est du rock. Le rock, le rap, le punk. C'est vraiment ça, en fait. C'est ce moment d'accélération, au contraire de pas de côté. La poésie, elle est vraiment là. Elle est vraiment dans le point-virgule, quoi. C'est à quel moment je le mets. À quel moment je mets la virgule. C'est et puis... Tant mieux si parfois ça choque et tant mieux si parfois ça coule. Enfin, Quel est votre dernier pas de côté? C'est le roman. D'accord. Et pour vous, quel est votre dernier pas de côté? Mon dernier pas de côté... Je suis plutôt politiquement correct. J'essaie à ma manière de voir les choses de la manière la plus positive, la plus constructive. J'essaie de ne pas m'enfoncer dans ce qu'on peut voir, ressentir, vivre tous les jours. C'est-à-dire parfois, c'est vrai qu'on peut, en se levant le matin, se dire on va pas y arriver, ça va être compliqué, ça va être rude, c'est trop difficile. Donc j'essaie de pas garder ces sentiments-là, j'essaie de l'évacuer en faisant, en rassemblant, en réunissant. Là, quand je vois ces danseurs brésiliens qui ont une histoire aussi compliquée, complexe là-bas au Brésil, et de les voir sur scène et de les voir partager leur danse avec le plus grand nombre, pour moi, c'est réjouissant, ça m'encourage et j'essaie de... Les danseurs brésiliens, c'était la création Agua, c'est Agua, 2008. Ouais. Ouais. Je voudrais vous proposer un extrait de Cunningham. Merce Cunningham, évidemment. Et c'est un extrait d'un film qui évoque les 20 premières années de Cunningham. Enfin, presque les 20 premières années du hip-hop. C'est-à-dire, c'est pas possible. Bon. Puis un jour, ça bascule et ça devient la référence absolue pour la danse contemporaine. Regardez un court extrait de l'une de ces chorégraphies. Le film sort le 1er janvier dans une dizaine de jours et il présente la particularité d'être en 3D. Donc, faut mettre des lunettes pour voir, mais c'est assez impressionnant d'être aussi près des danseurs que ça. I never was interested in dancing that referred to a mood or a feeling, or in a sense expressed the music. So that the dancing does not refer, it is what it is. It's that whole visual experience.
Merce Cunningham? C'est la peinture. Alors, c'est super de voir ces images. La danse n'a pas toujours été comprise, parce que mal Pour lui, ça a été filmée, parce difficile, que... Oui, complètement. Et là, on traverse une période où avec les nouvelles technologies, on capte mieux le mouvement, on va mieux filmer les corps, on va mieux filmer la chorégraphie. Et ça, pour notre plus grand bonheur, évidemment, et pour mieux partager la danse. Donc, effectivement, quand on voit ces images, j'ose espérer que ça donnera davantage envie d'aller découvrir la chorégraphie. Pour vous, Cunningham est une référence? Alors, Cunningham, c'est un grand chorégraphe, un grand artiste. Il a évidemment bousculé la danse contemporaine et il a fait en sorte que la danse continue à exister, continue à toucher le plus grand nombre. Une question, c'est peut-être une question de Béotien, parce que je pensais à vous parler de vidéo, etc. Dans vos spectacles, vous utilisez assez peu la vidéo, j'en ai vu beaucoup, et j'ai pas l'impression que la vidéo est là. Si. Alors, on l'a utilisé avec Pixel, je l'ai utilisé dans le spectacle chorégraphique, mais effectivement, je l'ai... C'est assez peu présent. C'est peu présent parce que c'est un outil, alors je parle pour l'intégrer à la chorégraphie, c'est à double tranchant. La vidéo peut très très vite venir écraser finalement l'essentiel, le corps et la danse. Donc quand c'est bien utilisé, ça peut être super, mais ça peut être aussi mal utilisé, c'est-à-dire que très très vite, le spectateur, il vient voir un spectacle de nouvelles technologies et on perd l'essentiel, c'est-à-dire le corps et la danse. Donc c'est le risque. Donc je l'ai très peu utilisé, mais aujourd'hui il y a des moyens techniques qui sont extrêmement pertinents pour le chorégraphe. C'est des scénographies en 3D, ça ouvre des possibles, mais il faut savoir bien l'utiliser. Merci messieurs d'avoir été aussi présents dans cette conversation. David, peut-être une dernière question. On sait aussi qu'il y a beaucoup, il y a eu chez les policiers, on sait qu'il y a beaucoup d'animosité, ne serait-ce que parce que ce sont aussi des professions qui sont crevées, qui sont surutilisées par le ministère de tutelle ou par le donneur d'ordre, que ce soit un préfet de police ou que ce soit un ministre de l'Intérieur, des gens qui sont parfois au bout du rouleau, donc qui peuvent être extrêmement tendus. En plus, dans votre livre, il y a cette idée que pourquoi est-ce qu'on tire au visage alors que c'est strictement interdit et il y a, je sais plus, je crois que c'est un policier qui développe la théorie du fait que, comme c'est l'hiver, les gens sont beaucoup plus matelassés et ça protège. Bon. Mais, et donc on a tendance à viser où ça fait mal. Mais il y a une misère de ces populations et de ces salariés-là aussi. Bien sûr. Mais la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que vous vous sentez menacé parfois dans la radicalité de votre mise en cause? C'est anecdotique par rapport à l'enjeu de la menace. Mais c'est. Je voulais vous signaler, je ne l'ai pas lu, je viens de le recevoir, de Sylvain Boulouk, Mensonge en gilet jaune, quand les réseaux sociaux et les bobards d'État font l'histoire. En fait, Boulouk, il est historien des radicalités. Voilà. C'est un historien des radicalités et il explique comment les réseaux sociaux ont été importants dans les manifestations des Gilets jaunes, comment ça a joué, comment ça a organisé, comment ça a densifié l'affaire, comment aussi de nombreuses fausses informations, les fake news ont été mises en ligne. Et puis je lis ceci, dans un article de votre ancien journal, qui s'appelle Libération, avec un long papier sur les accidents du travail, ceux qui perdent leur vie à la gagner. En 2018, 551 personnes sont mortes en travaillant, un bilan qui s'est encore alourdi par rapport aux années précédentes. Et puis, à l'occasion de l'interview, je lis sur un compte Twitter très suivi, le prof d'histoire Mathieu Lépine recense les morts et blessés graves du travail pour leur donner de la visibilité. Et à la question quelles sont les réactions, je lis ceci, des macronistes me disent parfois, comme si c'était la faute de Muriel Pénicaud. Je réponds que mon Allô Pénicaud fait référence au Allô Place Beauvau de David Dufresne, qui effectue un recensement des violences policières présumées. Vous faites des adeptes et des petits, et c'est bien que ce soit
des mobilisations qui ont lieu dans tous les secteurs, dans tous les compartiments du jeu, comme on dirait sur Puis Internet. il n'y a rien de plus beau qu'un prof d'histoire. Il n'y a rien de plus beau qu'un prof d'histoire. Donc c'est bon. Voilà. Messieurs, merci. Merci. Folia, c'est jusqu'à la fin décembre. Jusqu'au 31 décembre au 13e art. Et puis après, ça tourne. Ensuite, en tournée. 13e mars, c'est à Paris, et ensuite ça tourne. Et je rappelle que Dernière Sommation, c'est chez Grasset, et que c'est d'abord un roman, et que c'est un beau travail littéraire. Merci à tous les deux. La peine de mort n'a toujours pas été abolie aux États-Unis, notamment aux États-Unis, ni en Iran d'ailleurs. Et il y a toujours surpopulation dans les prisons françaises. À la prochaine fois. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu.